Bonjour à tous les académiciens et académiciennes et bienvenue dans cet épisode 8 de la pause CAF. On est aujourd'hui vendredi 2 février et j'ai avec moi, vous le voyez, Arnaud. Arnaud, comment ça va après quasiment une demi-heure de test micro et caméra, on l'a enfin à l'image. C'est ça. J'ai bien galéré, désolé, en mode déplacement, et puis la webcam de l'ordi portable qui décide de cracher, quoi. Et on a Romain qui lui a perdu le signal caméra une minute avant le départ de la... je fais les coucou, amateurs. Là. Voilà, je fais coucou. Salut tout le monde. Donc, dans cet épisode, vous n'aurez en visio, enfin, à moins que ça se remette miraculeusement à marcher, vous ne verrez que Arnaud et moi. Bonjour à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, on était pas mal d'inscrits avant de commencer. Donc c'est super, j'espère que vous êtes là. Je sais pas si Arnaud tu vois des gens. Et avant de commencer, on va se faire quand même un petit résumé de l'épisode précédent, donc assez rapide. Vous irez regarder si vous savez pas, mais je vais juste parler des quelques informations qui sont utiles pour cet épisode. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu une présentation du filtre qui avait beaucoup intéressé tout le monde. Avec les retours, on en parlera dans un instant. Donc on avait vu que les déviations système, à savoir qui ne concernent pas de l'eau. Donc j'avais oublié de parler d'un énorme pourvoyeur de ça, c'était la microbio, surtout quand on fabrique du stérile. Donc c'est-à-dire quand il y a des contaminations sur les zones, par exemple sur les zones C et D, qui sont attenantes à des classes où on produit. Et quand il n'y a pas de production dans ces couleurs-là, par exemple, ça peut faire une déviation qui est pas liée, enfin un écart en tout cas qui est pas lié à un lot. On a ensuite, donc quand on évalue un événement, on a dit qu'il fallait se concentrer sur les risques et les impacts de l'écart pour savoir si c'est une déviation ou si ça reste un événement. Et on s'est dit que l'analyse de récurrence, ça se faisait périodiquement, mais pas à l'évaluation. On a dit également que s'il y a conduite à tenir, du coup, on suit la conduite à tenir et on ouvre quand même un événement en indiquant les actions immédiates qu'on a respecté la conduite à tenir. Et ça devrait rester un événement qu'on traitera si besoin avec l'analyse de récurrence. Ça devrait rester un événement si l'ensemble des risques ont été couverts par la conduite à tenir. Évidemment. Exactement, ouais. Et donc, c'est comme je le disais au départ, un épisode qui a provoqué quelques réactions en messages privés, parce que j'ai eu pas mal de retours. Donc, il y a ceux qui sont venus chercher effectivement leur filtre comme j'avais proposé. Donc, vous l'avez eu. Et on m'a également posé plusieurs questions. Donc, on a d'abord un retour de benchmark et une question pertinente qu'on verra après. Donc, c'est un académicien responsable qualité opérationnelle qui nous écrit. Donc, nous avons un formulaire papier. Il permet de tracer le QQ-QCCP et les actions curatives et immédiates, puis la décision événement ou déviation. Si absence d'impact avéré au moment du renseignement du formulaire, événement, sinon déviation. Nous avons 3 jours pour classifier ensuite en mineur, majeur, critique. Et là, il a dit un truc ultra intéressant que je n'avais pas vu, enfin que j'ai jamais vu. Donc si c'est mineur, c'est que nous avons réussi dans les 3 jours à lever l'impact. Alors ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, pour le flux événement, pas de recherche de cause. Ouais, lever l'impact. Enfin, il a juste mis l'impact. Donc, et donc, pour le flux événement, pas de recherche de cause. Une analyse de tendance est effectuée tous les 6 mois par l'AQ-Système. Une déviation est ouverte dans le cas où la thématique est récurrente. Et donc ça, c'est pour l'instant en test chez eux depuis plusieurs mois. Donc, il y a un change control, d'après ce qu'il m'a dit, un change control temporaire, je crois, dessus. Enfin bref, ça c'est les détails. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce retour ? Moi, j'aurais... Attends, du coup, réexplique. Du coup, si l'impact est levé dans les 3 jours, il classe en mineur automatiquement. Ouais. S'il y a absence d'impact avéré au moment de renseigner le formulaire, c'est un événement. Ouais, donc ça, enfin, absence de risque, moi j'aurais tendance à te dire déjà, je différencierais risque et impact. Oui, ok. Après, si tu as un risque au moment où tu évalues, donc déjà ça veut dire qu'ils se donnent du temps pour évaluer puisqu'ils se donnent au moins 3 jours. En soi, je trouve ça pas complètement déconnant. Après, reste à savoir, est-ce qu'ils ont levé l'impact
complètement ou pas? Est-ce que il y a des risques qui restent sur lesquels on n'a pas confirmé si c'était un impact ou un risque? Mais Mmh. ouais, ça forcément ça joue sur le niveau de criticité. Maintenant, si tu as, imaginons que tu as un événement, c'est une contamination croisée, et dans les 3 jours, tu as fait tous tes tris. Du coup, tu dis que c'était mineur? Mmh. D'après ce que je lis là, ouais. Et c'est ça moi Ouais, c'est ça, ouais. que je trouve assez intéressant, c'est que si jamais c'est un truc qui est méga grave, mais enfin, voilà, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte qui donnait sur la classe A à partir de zone non Ouais. classée. Bah du coup, effectivement, les impacts, bah tu les connais, hein, assez rapidement, mais finalement, ça reste quand même un truc à mon avis, c'est un truc qui est quand même assez critique, quoi. Enfin, c'est-à-dire, enfin, il faut quand même- Bah, ouais, ouais, moi j'aurais tendance à dire, c'est pas parce que tu as réussi à lever, ton impact dans les 3 jours que la gravité de ton événement, diminue pour autant. La gravité à Mm. la fin, le risque résiduel, si on peut dire, va être plus faible effectivement, mais tu as quand même une gravité initiale, importante, quoi. Puis ça veut dire que tous les trucs où tu dois attendre des analyses ou des machins, Parce c'est pas qu'après tu peux forcément dire: «Ils majeur. se sont dit 3 jours», moi je dis: «Bah, pourquoi on se dirait pas 10 Ouais. jours?» et puis en fait tout passe en mineur après, quoi. En 10 jours, tu traites tout le temps tous tes impacts en 10 jours, c'est bon! Voire même en événement. Non, ouais, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Bon, Non, après, avoir, hein, le retour d'expérience sur Mm. l'utilisation, mais aussi Ouais. peut-être, avoir le retour, inspecteur, hein, parce que ça reste aussi un élément clé, mais Mm. je sais pas. En tout cas, instinctivement, j'irai investiguer plus loin. Donc Ouais, début du flux, top, avec voilà, absence de risque, enfin absence de risque sur le truc événement ou déviation. Par contre après, si mineur, c'est que nous avons réussi à lever en 3 jours ouais. l'impact. On n'est pas spécialement pour, mais sinon intéressant. Donc bah Mmh. tiens-nous au courant de tout ça. Et ensuite on a une question d'une fidèle académicienne qui nous dit: pour rebondir sur ce que vous disiez dans le podcast, il est vrai que c'est important de faire participer la production lors de la prise de décision d'ouverture ou non de déviation. Mais il est également vrai que la production a une tendance à ne pas vouloir en ouvrir pour s'éviter une charge de travail supplémentaire, malheureusement. C'est un équilibre qui est parfois compliqué à trouver selon moi. Alors, vous devinez de quel côté, de quel Dans bord quelle elle se tribu? trouve. La tribu du qualiticien? Euh, donc là, je pense que c'est assez intéressant. Et quand ça se passe, c'est certainement un problème de culture qualité sur le site et d'alignement des objectifs. Ah, moi je pense que c'est pas que ça aussi. C'est peut-être un problème d'organisation, de qui c'est qui investigue, parce que du coup, Aussi, ouais. bah, forcément si ceux qui investiguent, c'est les chefs d'équipe qui ont déjà, plein d'autres choses à faire à côté, ouais, ça va les saouler. Alors que si tu as plutôt une organisation avec des investigateurs dédiés, peut-être que là, on sera moins enclin à mettre sous le tapis. Et après je pense que ce qui est C'est vrai. important, c'est plus, que la en gros, que la prod, d'un point de vue culture, et là je te rejoins, déclare un maximum. La décision, elle est prise collégialement avec, la prod qui apporte des éléments, la qualité, et cetera. Par contre, si on pense en termes de RACI, donc rôle et responsabilité, il y a qu'un seul responsable de la décision, c'est la qualité. La prod est contributeur. La prod vient donner les éléments peut-être pour mitiger l'avis de la qualité, mais, au final, c'est la qualité qui emporte la décision. Mais du coup, quand tu dis l'organisation, en fait, ça rejoint un peu les objectifs, quoi. C'est-à-dire, finalement, si la production là dans ses objectifs, ouais, enfin, tu diras finalement quand tu es dans le flux et que bah du coup tu dois choisir entre du management direct, enfin du management et le planning de tes lignes versus investiguer la déviation, il est peu probable que l'investigation déviation Bah, c'est un peu remporte le truc, quoi. de quoi les gens ont peur, quoi. En qualité, ils ont peur de passer à côté d'un événement et en prod, ils ont peur de pas produire, quoi. Et si t'alignais pas Mmh. ça, bah du coup, si les deux sont pas alignés là-dessus, oui. Donc effectivement, ouais, pour remédier à ce problème, je pense qu'effectivement le point d'Arnaud, il est très pertinent de faire des investigateurs dédiés, parce que les investigateurs, du coup, ils auront que ça à faire. Et, euh,
et si on est collégialement du coup pour mettre le curseur où il faut sur ça, c'est un truc qu'on veut investiguer, et ça c'est un truc qu'on veut pas investiguer. Et ben du coup, les investigations qui tombent dans l'escarcelle des investigateurs, elles sont toujours intéressantes à creuser. Ouais. Et du coup, elles sont toujours bien faites parce que vu qu'ils font que des investigations, c'est des tueurs en investigation, quoi. Donc ils vont vous trouver. On en revient toujours au point clé de dire que, et c'est un peu d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus il y a 2 jours, hein, les déviations sur le produit, ça fait partie du produit. Et pourtant, on met pas ni l'organisation, ni les efforts nécessaires sur son. Enfin, il n'est pas pris à sa juste valeur, quoi. Quand tu rajoutes ça à la charge du chef d'équipe qui a 36 000 autres choses à faire entre autres, hein, je suis pas sûr qu'il va mettre ça au niveau 1 de ses priorités, surtout qu'il va avoir des objectifs qui lui sont propres, hein, des objectifs annuels. Et à mon avis, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de chefs d'équipe de prod qui ont comme objectif que les déviations soient traitées dans les temps avec efficacité et qualité, quoi. Après moi du coup j'ai beaucoup travaillé où c'était l'AQ qui faisait l'investigation, donc impact et cause. Et là du coup tu te retrouves devant un dilemme où entre toutes les choses que l'AQ a à faire, ses relectures de dossiers, la libération, les CAPA et du coup les investigations déviations, c'est là où la qualité finit par ah non, je vais pas ouvrir cette déviation. mais après du coup le risque derrière ça, c'est que les déviations traînent à être investiguées et ça finit vraiment par bloquer le flux de libération, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est que encore une fois, si on met l'investigation que sur la qualité, du coup, pris d'entre toutes ces tâches, encore une fois, ça va être très compliqué de prioriser et ça va passer à l'as, quoi. Donc la bonne solution. Je pense qu'il y a suffisamment d'activités d'investigation pour avoir un investigateur ou plusieurs investigateurs dédiés et qui soient pas forcément à l'AQ, mais plutôt côté prod. Après, on peut l'alimenter aussi avec des investigations d'amélioration, hein, pas que de qualité, mais je pense sincèrement que en fait, faut regarder votre nombre de déviations par mois, hein, mais si vous en avez 20 sur votre site par mois qui sont ouvertes, vous avez largement la place pour avoir des personnes 100% dédiées à ça, quoi. Autant de cycles et à l'amélioration qualité. Ouais. Et sachant que ça sera une contribution directe à autant de cycles avec continue, du coup la libération. Donc c'est un avantage direct pour le site. Allez, assez de benchmark et de questions. Par contre, si vous avez des questions et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que vous voyez, on en parle. C'est top, j'adore. Si vous avez des problèmes auxquels on pourrait discuter entre nous à régler, ça pourrait être super aussi. Et donc, assez de faire ça. Donc, on va passer maintenant au sujet du jour, donc le filtre V2. Alors, messieurs, quel était notre constat sur l'utilisation du filtre comme on a présenté la semaine dernière? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non. Waouh, j'adore. Qu'est-ce que tu entends par filtre V2 en fait déjà? Là, en fait, la semaine dernière, on a présenté le filtre comme, le classique, filtre, c'était un logigramme, tu vois, comme on a l'habitude. Et donc après, à force de l'utiliser, on a remarqué quelques trucs qui étaient un peu difficiles à utiliser parfois ou pas forcément satisfaisants. Et donc on a changé le principe on anticipe un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc on a intégré dans la matrice de gravité la gravité aucune. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qui fait qu'on peut mettre l'écart en perspective avec toute la palette de gravité existante. Donc là, vous voyez ici, donc ça c'est notre matrice de gravité, donc avec nos différents items. Et donc on a ajouté la gravité aucune, ce qui permet de se positionner sur les différents items, les différents items du process, du process affecté par notre déviation, par exemple la traçabilité, perte de données non critiques, par exemple gravité aucune. Après bon, voilà. Hein. Donc on a mis ça. Et donc là, arrêtez le partage. Voilà. Et donc là, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On peut soit aligner la gravité avec la détectabilité, l'occurrence, pour finalement faire une analyse de récurrence au fil de l'eau. Ou alors, on pourrait juste utiliser la matrice de gravité ou la matrice de gravité détectabilité pour trancher
pour trancher si c'est une déviation ou un événement, et on laisse l'analyse de récurrence périodiquement. Donc ça permet d'alléger le processus d'évaluation. Après là, on peut en discuter. Hein. Pour en revenir à l'utilisation du filtre, alors maintenant que je vous ai expliqué, maintenant que je vais donner la big picture. Bah, du coup, moi, ce que je trouvais en fait, quand l'utilisation du filtre, donc quand on était là pour coacher l'utilisation du filtre, en fait, on arrivait bien à faire sortir les personnes du cadre et de réfléchir un peu plus loin, parce que tu peux pas être exhaustif sur ta liste de questions. Vous vous rappelez la liste de questions si ça concerne un produit après la conduite à tenir, il y avait donc une liste de questions à répondre, et tu peux jamais être exhaustif. C'est très compliqué. Qui sont au final les critères de gravité aucune. Hein. Mais du coup, moi je suis assez d'accord avec ce que tu es en train de dire. Le filtre logigramme, au final, à chaque fois, qu'on essaye de l'implémenter, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment de la décision, on va un peu plus loin que juste les questions du logigramme, et donc c'est pas très efficace, cadrant, homogène malgré tout. Et en fait, au-delà du filtre, au-delà de est-ce que tu mets une matrice avec une gravité aucune, etc. Il y a un truc qui se joue, c'est que le logigramme, je pense, ça peut marcher bien sur des sites qui ont une bonne maturité et où tu le mets dans les mains des gens qui sont directement sur le terrain, et donc est-ce qu'on remonte l'événement tout de suite ou pas, à la qualité et pour décision, hein, derrière, ça serait plus ça, mais du coup, c'est un peu dangereux parce qu'aujourd'hui, je connais pas beaucoup de sites où sur le terrain, on a la maturité pour utiliser ça comme ça. Alors que la matrice, finalement, moi, je la sortirais d'un élément clé. C'est, alors attention, le gros mot qui va faire peur, mais c'est d'avoir un espèce de comité de décision sur tes déviations quotidien. Ça peut être juste au moment de ton point de pilotage, hein, si tu n'en as pas beaucoup. En fin de point de pilotage, tu prends 5 minutes, tiens, on a tel événement, on le lit et on essaye de se positionner sur cette matrice. Mais du coup, je trouve que ça permet de beaucoup plus cadrer l'échange, la matrice, que juste le logigramme. Et puis en plus, dans le logigramme, tu essayes d'intégrer, attends, mais comment on l'a détecté, mais machin, et alors que finalement, En fait, matrice, quoi. la matrice, je trouve, à l'utilisation, ça permet d'encadrer ton événement entre deux gravités. Tu vois, tu te dis, tu le situes. C'est-à-dire, là, c'est jamais, ta matrice, elle va jamais décrire précisément ce qui est arrivé, ton événement, mais tu vas te dire, ah ben, on se situe peut-être entre une gravité aucune et une gravité faible, et du coup, on peut le situer comme ça, et ça permet de plus facilement se dire, bon, non, on est quand même plus proche du faible que du aucun ou etc. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'outil miracle. Enfin, ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je parle plutôt de cette notion de comité. L'homogénéisation des décisions et la bonne décision, elle sera beaucoup plus simple si vous avez justement ce genre de comité et le comité, enfin, c'est pas tiens, on réunit le directeur qualité, machin, etc. Hein, c'est très proche du terrain. Mais on n'a pas un outil miracle, quoi. Ça n'existe pas. Par contre, du coup, il faut apporter les bonnes pistes de réflexion aux bonnes personnes, quoi. Exactement. Et le gros désavantage, je trouve, du logigramme, c'est qu'effectivement, une fois qu'il est en place, les gens ont du mal à sortir du cadre du logigramme, quoi. Et c'est là où voilà, ils veulent un outil parfait et on peut pas en faire un. On peut pas en faire un. Du coup, ça raille pour peut-être aller 60, surtout un filtre comme ça c'est peut-être aller 70% des cas qui vont peut-être arriver à rentrer. Mais pour les 30%, il faut réfléchir un petit peu, quoi. Enfin, et c'est là la compétence du qualiticien, c'est encore une fois prendre une décision. Oui, et puis putain, c'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais au bout d'un moment, c'est ça, hein, c'est le rôle, enfin, même des managers de prod, de la qualité, c'est le rôle à un moment donné de prendre des décisions. Alors, comme je le disais, la qualité va emporter la décision. C'est notre rôle de prendre le recul, de prendre les éléments que peuvent nous apporter la prod, la maintenance et les autres services, que sais-je, en fonction de l'événement. Mais à un moment donné, il faut se positionner. Il faut se positionner sans être drivé par la peur, mais par le rationnel. Et donc, ce genre de matrice aide à évaluer. Mais voilà, encore une fois, en fait, en tant que qualiticien, c'est notre rôle de réfléchir et de prendre la décision, quoi.
Et c'est pas facile, hein. Franchement, en vrai, on fait les malins et on a l'air Non. marrant, mais en vrai, c'est l'un des trucs les plus durs, quoi. Et c'est là où il faut bien connaître son process, faut avoir un peu d'expérience. On peut pas, et c'est pour ça qu'il faut bien accompagner les nouvelles personnes sur le site là-dessus, parce que c'est vraiment difficile. Et c'est d'ailleurs, c'est quand on met des nouvelles personnes à cette tâche, c'est là où on peut très rapidement mettre à genoux tout le processus de libération et d'investigation des déviations, parce qu'on peut rapidement balayer la machine vite comme ça, quoi. Complètement. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'était justement intégrer dans cette matrice de gravité la notion de aucune. Donc ça, c'est trop intéressant. Et après, derrière, les différentes possibilités. Et donc, une fois, donc là, on se dit, bon, bah ça y est, on a choisi, donc on a classé notre écart en déviation. Qu'est-ce qui se passe après? En fait, il y a quand même un truc qui se passe avant. Non, mais ouais, je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Mais pour pouvoir bien utiliser la matrice, quand même, revenir en arrière, on en a parlé dans, je sais plus si c'était la 6 ou la 5, Pause Café. C'est la notion de danger-risque. C'est de lister les risques liés au danger. Et après, on a les actions et etc. Donc déjà, à partir du moment où on a classé en déviation, on va avoir 2 chemins différents dans notre investigation. On va avoir le chemin sur la gestion des risques et des impacts. Et donc là, normalement, on devrait déjà avoir dû identifier les actions à mener. Donc en fait, on a déjà notre plan d'action pour aller creuser ou traiter les risques et les impacts. Et il n'y a plus qu'à aller déployer les actions et en fonction des résultats, peut-être faire une nouvelle itération. Revenons peut-être un petit peu rapidement. De l'autre côté, revenons peut-être un peu rapidement sur cette notion de risque et d'impact. Parce que ça, c'est assez intéressant et je pense qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent qui se disent, oh putain, on dirait un peu un mot sur le monteur après. Vas-y, donc alors, donc quand on a un écart, donc un écart, on va observer quelque chose. Donc quelque chose ne va pas. Ça, c'est ce qu'on peut observer, c'est un fait, c'est le danger, c'est le quoi du QCP. Ok. Le danger, associé à ce danger, il va y avoir un certain nombre de risques. Ok. Exactement. Le risque, c'est ce qui pourrait potentiellement survenir à cause de ce danger. Exactement. Voilà. Donc on peut les lister, hein, ces risques associés à ce danger. Exactement. Donc, lister les risques. Plein. Exactement. Et en face de chaque risque, il faut lister quelle action on va mener pour vérifier si ce qu'on identifie comme pouvant potentiellement se passer, c'est réellement produit. Et donc ça, c'est voilà, je liste mes risques, je liste mes actions pour vérifier ces risques, et après je mène ces actions. 3 solutions au début de l'investigation. Soit mon action me montre qu'en fait mon risque, il est réel, et donc dans ce cas-là, on parle plus d'un risque, on parle de quelque chose d'avéré, c'est un impact. Soit mes actions me montrent que mon risque il n'est pas réel, du coup j'ai pas d'impact, pas de risque. Soit en début d'investigation, avant de décider, j'arrive pas à avoir les informations nécessaires, il va falloir que j'aille plus loin, et dans ce cas-là, la décision sera plus basée sur le risque que j'ai pas réussi à évaluer très rapidement, et on va continuer à mener des actions pour évaluer si mon risque il est réel ou pas. La différence entre risque et impact, c'est réel ou pas. Donc c'est le risque, je me projette dans quelque chose de potentiel. L'impact, c'est j'ai démontré que ça s'était réellement produit, c'est avéré. Voilà, par exemple, on peut donner un petit exemple, hein, j'en sais rien, si on observe que l'opérateur a oublié de faire l'IPC de 16h30. Voilà, il l'a fait à 16h, il l'a fait à 16h, il l'a pas fait à 16h30, il l'a fait à 17h. Qu'est-ce que c'est les risques de ça? Les risques, c'est qu'on ait des produits qui soient passés non conformes entre 16h et 17h. Voilà. Et donc, comment on fait pour vérifier si ce risque a eu un impact sur notre production? Mon action, ça va être d'aller faire un espèce de contrôle sur cette production entre 16h et 17h. Voilà. Et donc là, on va faire ce contrôle. Donc, on va aller regarder ce qui s'est produit entre 16h et 17h. Après, on peut aussi regarder le résultat de l'IPC de 17h. Si l'IPC de 17h, il est tout conforme, on peut dire qu'il y a un risque qui est plus faible aussi, hein. Oui. Après, si l'IPC de 17h il est non conforme,
Et ben là, du coup, on a un risque un peu plus, enfin, on augmente la probabilité du risque d'avoir des produits non conformes entre 16h30 et 17h, même entre 16h et 17h. Et donc là, il faut faire effectivement un contrôle remontant pour regarder quel est l'impact de ce problème, quoi. Voilà. Et quand tu as fait ton contrôle, tu vas pouvoir conclure sur non, j'ai rien de non conforme, absence de risque, ou oui, j'ai des trucs conformes, impact. Et après, du coup, c'est comment on gère cet impact. Donc, on fait un tri complet de cette production, on jette la moitié. Mais méthodologiquement, c'est danger, je liste mes risques, en face de chaque risque, j'ai mes actions. Une fois que j'ai démontré que mon risque il est avéré, ça devient un impact, quelle action je mets pour gérer cet impact? C'est ultra simple en fait, méthodologiquement. Hein. Après, trouver les bonnes actions en fonction des risques et tout, c'est plus compliqué, mais la méthode, elle est ultra simple. C'est danger, les risques, les actions en face des risques, et ensuite, ce que j'ai retenu sont des impacts, les actions en face des impacts. Et en termes de formalisme dans le rapport, simplifie ça, c'est deux tableaux quoi. Danger, risque, action, et ensuite impact, action. Et c'est pour ça qu'aussi la qualité et la production sont hyper importantes d'être les deux sur le listage des risques. Parce que du coup, les risques perçus par la qualité et les risques perçus par la production vont être vraiment différents, quoi. Complètement. Enfin, ils vont être complémentaires, pas vraiment différents. Et donc, si on est plusieurs à lister ces risques, eh ben, c'est moins de risques, encore une fois, en inspection, de se retrouver à ce que l'inspecteur dise « Mais en fait, vous n'auriez pas oublié d'évaluer ça ici ?» Et là, du coup, c'est là où on se fait niquer. Tandis que si vous avez suivi cette méthode, bah finalement, tu coupes l'herbe sous le pied de toute chose que tu n'aurais pas vu, quoi. Tu es vachement plus exhaustif dans l'évaluation de tes impacts. Et ça permet aussi de montrer que vous avez identifié certains risques et que vous avez démontré qu'ils ne sont pas réels. Et souvent, dans la formalisation, des fois, on l'écrit même pas ce qu'on a mis de côté. Et du coup, c'est là où effectivement, tu vas voir le genre de remarques en inspection. Ah, vous n'avez pas identifié tel risque. Au moins, là, vous avez démontré par une action avec un résultat que le risque n'est pas réel. Et puis, bah, malgré tout, même en faisant ça, il y a des fois où vous n'aurez pas pensé à tel risque. Ok, mais ça, on ne peut pas vous le reprocher. Déjà, vous aurez sûrement pensé aux risques les principaux et ça peut arriver à tout le monde, même avec les 3-4 personnes autour de la table pour discuter, qu'on n'identifie pas tous les risques. Donc là, on vient de traiter finalement tout ce qui est évaluation de l'impact sur notre finalement écart événement déviation. on a couvert les trois, mais bon, c'est une super méthodologie. Hein. Si y a un truc que vous devenez retenir de cet épisode, c'est ça, quoi. Danger, risque, impact, trop important. Et dans le prochain épisode, je pense qu'on se penchera sur l'évaluation de la criticité. Donc, on reviendra en détail un peu plus sur la matrice que j'ai rapidement montrée de gravité, détectabilité, occurrence. On verra où est-ce que ça nous mène. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Non. Donc je fais un coucou à notre nouveau monteur qui s'appelle Louis Vincent, qui galère à naviguer avec tous les termes techniques qu'on emploie, mais qui trouve ça quand même intéressant. Donc je pense qu'on fera un jour un épisode sur les bases qui va lui servir à lui et également à ma mère par exemple et à tous ceux qui nous écoutent pour expliquer à leurs proches ce qu'ils peuvent bien faire toute la journée et pourquoi ils sont si tendus peut-être avant ou après un Media Field Test. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc tous les lives là qu'on a là, ils sont en podcast et sur la chaîne YouTube. Donc l'Académie de la qualité efficace, la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas également à les partager sur LinkedIn si vous avez appris quelque chose, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. C'est ça qui nous aide vraiment Donc c'est surtout les partages sur LinkedIn qui nous aident à trouver des clients finalement. Restez connectés aussi parce que très prochainement on va commencer à vous parler d'un petit événement qu'on va organiser en milieu d'année, un bootcamp justement pour aider ceux qui le souhaitent à restructurer leur process déviation sur le site. Depuis la détection jusqu'à la clôture avec les méthodes d'investigation, les rôles, qui fait quoi quand, les modes de formation à ce process, etc. Amis académiciens, académiciennes, allez, restez à l'écoute bye. et à bientôt pour un prochain épisode.